Et Zélie est notre invitée aujourd'hui sur Move dans Studio 41. Bienvenue, comment vas-tu? Eh bah ça va très très bien, je suis très contente d'être là, merci beaucoup. Le D6 c'était bon? Ça a marché? Ouais, c'est exactement ce qu'il me fallait, c'est celle que je connais le plus, je la connais par cœur. Donc... Parfait, parfait. Première question, est-ce que tu t'es remise de tes émotions de vendredi dernier à la Boule Noire à Paris? Je crois que tu as vécu un grand concert. Ouais, c'était le plus beau moment de ma vie je pense pour le moment. Ouais, je m'en suis pas mal remise, j'ai vu toutes les vidéos, toutes les stories, je me suis dit putain, on a fait ça. Et j'ai trop hâte de le refaire, là j'attends qu'une chose, c'est de refaire des concerts quoi. Oui, il y a d'autres dates, on en parlera, il y a des dates qui arrivent à Paris, mais là c'était un peu ta première grande date à Paris. Il y avait eu les Trois Baudets, mais c'était une plus petite salle quand même. Comment t'as vécu ce concert-là? J'ai lu, je crois que c'était sur ton Instagram, que t'as dit j'ai fait ce que j'avais toujours voulu faire. Ouais, bah j'ai dit ça parce que c'est vraiment... je pense qu'en termes de concert, j'ai toujours rêvé de faire un truc vraiment à ma sauce avec de la danse, avec des chorés. Là, j'avais 3 musiciens, enfin, on était vraiment très préparés. C'était pas comme les Trois Baudets. Les Trois Baudets, c'était un peu plus spontané, un peu plus jeune même. Et ouais, là, j'ai vraiment fait exactement ce que j'avais dans la tête. Cette sensation de... J'ai pensé à un truc, j'ai voulu faire quelque chose et on est allé au bout de notre idée. Donc... ouais, et dans une salle en plus que je considère assez mythique, donc c'est cool. Ouais, justement, ce que j'allais dire pour ceux qui sont pas d'Île-de-France, en fait, la Boule Noire, c'est un peu la première étape quand t'es artiste, la première salle que tu fais en solo. Est-ce que toi, dans ta tête, t'as d'autres salles comme ça que tu t'es fixé à faire, à remplir? Ouais, carrément. Bah déjà, avant même quand on a annoncé la Boule Noire, on savait même pas qu'on allait annoncer une autre date après. Mais moi, ça fait des années que mon but, c'est de faire la maroquinerie. Parce que je suis allée voir plein d'artistes que je kiffe là-bas et la salle elle est trop bien faite et c'est vraiment mon goal numéro 1. Et après la Cigale et l'Olympia forcément. Mais en termes de première salle mythique, ouais, la Boule Noire, pour beaucoup c'est vraiment la salle par laquelle il faut passer quoi. Donc ouais. Moi j'ai vu D6 à la maroquinerie plusieurs fois. Voilà. Wow. C'est souvent des concerts de fou. Je me rappelle d'un concert où à l'époque il avait ramené Diams. Diams à la maroquinerie. Incroyable, hein? Incroyable. Zélie, t'es en train de faire une très belle entrée dans le monde de la musique. On sent qu'il y a une effervescence autour de ce que tu proposes. Il y a des plus grosses salles encore qui arrivent, on va en discuter. Mais tu viens de sortir ton premier album, intitulé 1 million de petits chocs. Alors, je le disais, aux sonorités pop, teintées de touches de plein de choses d'ailleurs. Il y a plein d'influences, mais notamment des touches un peu plus urbaines, comme on dit, c'est le terme consacré. Il n'en trouvera pas deux comme toi, selon tes mots. Essayons de savoir qui est Zélie. Faisons connaissance. Comment t'en es arrivé à ce premier album? T'as 22 ans, je crois. J'ai 3 éléments clés peut-être pour retracer l'histoire et je voudrais que tu réagisses dessus. Je crois qu'il y a un Microstar Academy il y a très longtemps. Il y a un ukulélé en cadeau à l'adolescence et puis la découverte de GarageBand. Est-ce que tu peux nous détailler ton parcours à travers ces éléments-là? Ouais, bah c'est effectivement ces trois moments un peu phares. C'est marrant, le Microstar Academy, j'avais moi-même oublié, je pense. Petite, j'étais déjà j'aimais beaucoup chanter, danser, faire des spectacles à mes parents, tout ça. Et du coup, le Microstar Academy, je pense que c'est parti d'une vanne entre mes parents en mode tiens, comme ça, elle va nous foutre la paix avec ses histoires et tout. Et de là, j'ai toujours aimé chanter, mais c'était pas vraiment... je voulais pas forcément en faire mon métier, moi c'était vraiment la danse. Donc j'ai fait une scolarité pour devenir danseuse professionnelle, etc. C'était super chouette. Et puis c'est vrai, oui, au lycée, j'ai une amie qui m'offre un ukulélé en me disant ce serait cool que tu commences à composer, etc. Parce qu'elle voyait que ça m'intéressait et c'est avec le ukulélé que j'ai écrit mes premières chansons. C'était en anglais d'abord. Et après, j'ai posté des trucs sur les réseaux constamment. C'est devenu un peu mon petit projet perso à côté de la danse, de me dire je poste sur les réseaux, je recevais des petits retours, je voyais que ça prenait très vite fait, mais ça me faisait tellement plaisir ce petit rendez-vous sur les réseaux. Et puis GarageBand c'est venu un peu après parce que j'ai eu un Mac à un moment par mes parents et j'ai découvert ça sur l'ordi et je fais putain mais c'est trop bien ce truc. Et c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense en plus parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent ah ouais mais les logiciels et tout. Et en fait non, c'est tellement bien fait, je pense que tout le monde devrait découvrir ce truc là, c'est trop bien. Et après c'est parti en mode réseaux sociaux, le label qui me contacte, on se lance, on réfléchit plus et c'est trop chouette. Et alors j'ai lu aussi sur le web. T'es tellement vieux. Quelle ringardise de dire ça. Bref, j'ai lu que indirectement Angèle, lors d'un concert que t'es allé voir, avait aussi stimulé ton envie de te lancer plus professionnellement, peut-être? Ouais, carrément. Je pense que Angèle, elle est arrivée à un moment dans ma vie et dans nos vies où c'est vrai que la pop francophone c'était pas encore un truc non plus moi personnellement j'écoutais pas de pop francophone. Je pense quand Angèle a commencé à se faire connaître,
c'était plus la pop anglophone. Et en fait, j'ai l'impression qu'elle a rendu ça un peu stylé, un peu... Enfin, je sais pas, c'était vraiment novateur à ce moment-là, en tout cas, à travers... dans mon regard, quoi. Et je suis allée la voir genre 4 fois en concert, je pense, cette année-là. Et le premier concert que j'ai vu d'elle, c'était au Trianon. Après, je l'ai vue à l'Olympia. L'Olympia qui est une salle en plus un peu que je rêve de faire et tout. Et je me souviens, j'ai fondu en larmes. Je savais même pas pourquoi j'étais comme ça. J'étais juste en mode, c'est tellement émouvant. Et je me suis dit, je tenais plus en place et j'étais en mode, il faut absolument que je fasse ça. Ça me donnait trop envie. Donc ouais, ça a été un peu un déclic de voir Angèle sur scène, je pense. T'as eu l'occasion de la rencontrer depuis ou pas encore? Non, pas du tout. Pas encore. Non. Ça peut arriver. Ouais, franchement, j'aimerais bien, hein, si Angèle, si tu nous écoutes là. Si elle est là non, mais... ça serait dingue. On va faire ça toute la soirée. Dès que tu nous dis que t'es inspiré par quelqu'un. Il est pas là, littéralement. Elena, vas-y, à toi. Ouais, justement, tu parlais de danse. Déjà, c'est quelle danse que tu fais? C'est quel genre de danse? C'est danse contemporaine. D'accord. Et pourquoi t'as abandonné? Blessure ou c'est vraiment juste parce que le chant a pris le dessus? Non, je me suis pas blessée. Et c'est pas non plus... en fait, je sais pas vraiment. Je pense que quand tu fais une discipline comme ça depuis très longtemps et qu'en plus, depuis que t'es petit, tu te dis que ça va être ton métier. Enfin, quand j'ai commencé à avoir 17-18 ans, là, tu te demandes vraiment ce que t'as envie de faire profondément et pas juste ce que tu t'étais dit que tu ferais à 5 ans et ce que tes parents t'ont dit aussi que t'allais faire. Enfin, j'ai tout remis en question et je me suis dit, c'est l'année de mon bac, là, l'année prochaine, j'ai la possibilité de faire... de choisir vraiment qui je veux être, qui je veux faire. Et je me suis dit, je crois que c'est pas la danse, en fait. Et c'était de l'instinct. Et j'ai arrêté et c'est là que je me suis mise à la musique. Et la musique, c'était plus un vrai pourquoi pas. J'avais juste envie de me faire kiffer et la danse, ça me faisait plus kiffer, en fait. Donc c'est juste, voilà. Ouais. Non, juste un truc. Est-ce que les réseaux, tout à l'heure, tu disais que tu avais posté un peu régulièrement sur les réseaux. Je crois que c'était toutes les semaines à peu près que tu postais un truc. Ouais. Est-ce que ça t'a conforté dans l'idée de te dire, ok, il y a peut-être quelque chose à faire? Complètement. Je pense que déjà, il y a un truc différent avec la musique, avec les réseaux sociaux, les compos que tu postes. C'est vraiment une manière d'être toi-même. Enfin, je veux dire, c'est quand même hyper chouette de pouvoir composer des musiques, les poster sur les réseaux sociaux et vraiment te construire un truc qui te ressemble vraiment, chose qu'il n'y a pas forcément, que je ne retrouvais pas dans la danse. Et ouais, le fait de poster toutes les semaines et d'avoir des retours, tu te dis que tu n'es pas tout seul dans ton délire. En fait, même quand ils sont deux, tu as 2 personnes qui te disent franchement c'est pas mal et tout, tu te dis mais ça veut dire que je suis pas toute seule à trouver que ça a un petit peu de gueule ce que je fais. Donc ouais, complètement, ouais, c'était un vrai déclic aussi, je pense, les réseaux. Okay. Maintenant, premier album, première scène en solo aussi, donc là, il y a quelques jours. Est-ce que la musique, c'est à 100% ou t'as quand même un petit peu des études à côté? Là, c'est à 100%. Je suis intermittente du spectacle depuis septembre, là. Donc, trop cool. Et avant ça, j'ai bossé dans une sandwicherie pendant 1 an. Et avant ça encore, j'étais dans une école de musique pendant 3 ans. Et c'était super chouette et tout, mais là du coup j'ai la possibilité de faire que ça et c'est un vrai bonheur. Donc ouais, plus d'études là et plus de même je pense pas que je retournerai. Enfin, je sais pas d'ailleurs. Faut se laisser surprendre. Tu parles pas mal d'amour, d'identité, de questionnement personnel dans ta musique. Donc pour en savoir plus sur toi, on a prévu une petite interview portrait pour que tu puisses te présenter au mieux. Mais rassure-toi, c'est pas des questions galères. C'est pas ta couleur préférée ou autre. Zélie, en 3 mots, tu dirais quoi? Zélie en 3 mots, je dirais intimiste, je dirais énergisant et je dirais reflet de ma génération. Okay. C'est pas un mot mais tu connais. Non mais ça passe, on accepte. on accepte. Ça va. Qui est la personne qui t'a le plus soutenu dans ton rêve de musique? La personne qui m'a le plus soutenu dans mon rêve de musique, c'est mon frère. Je sais que c'est la personne qui n'a jamais douté. Parce que même si au début tu te lances et ça peut paraître fou pour tes proches, ça se trouve au début ils se disent c'est pas vraiment ouf ce qu'elle fait en vrai, et c'est pas grave. Mais lui, je sais pas pourquoi, avant de croire en mon projet, il croyait en ma personne en fait et il a toujours su que j'irais au bout de ce que j'ai envie de faire quoi. Donc voilà. Big up à ton frère. Big up à Lou si tu nous écoutes. La question que tu te poses le plus dans la vie, une question philosophique là, que je te pose. Ouais, j'avoue c'est deep. La question que je me pose le plus dans la vie, je pense que c'est est-ce que je vais réussir est-ce qu'on va réussir, ma génération, à être vraiment à 100% heureux avec tout ce qui se passe? Et ouais, à quel moment ça va partir en cacahuète, cette histoire?
comment je vais gérer ma santé mentale à travers tout ça et gérer bonheur et prise de conscience en même temps. Ouais. Bah répondons, on peut y répondre. Non, vaste question. Bref, le meilleur souvenir de ta carrière musicale jusqu'à présent? Le meilleur souvenir de ma... Bah en vrai, pour l'instant, c'est la boule noire. Hein. Ouais. Après, j'ai aussi fait des rencontres qui ont marqué un petit peu là mes débuts. Par exemple, je suis une grosse fan de Emma Peters et je l'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps. Et on s'est vu à une release party et c'était trop chouette, on s'est trop bien entendu, donc ça c'est un bête de souvenir pour moi. C'était ma question suivante, donc bravo, t'as répondu à la rencontre la plus marquante. Okay. Emma Peters. Emma Peters. Est-ce que tu as un studio fétiche, un endroit où tu aimes enregistrer? Dans ma chambre, franchement, c'est... Je remarque que c'est pas du tout les mêmes prises de voix quand tu vas dans un studio et que t'es entouré de ton équipe qui... Enfin, c'est pas du tout pareil quand t'es tout seul chez toi, tu te mets à faire des prises de voix, tu les réécoutes après, tu te fais putain, c'est deep à quel point tu prends pas la même voix quand t'es tout seul, donc ouais, chez moi. L'artiste que tu rêverais de rencontrer, pas forcément même pour collaborer, mais juste pour discuter ou autre. Pour discuter, je pense... il y en a plusieurs. Mais... Tu peux en citer plusieurs, hein, si tu veux. Bah, j'ai envie de savoir comment DC se fait pour se renouveler à ce point depuis longtemps. Donc ouais, on pourrait discuter, ça pourrait être chouette. Et sinon, je pense que j'aimerais bien rencontrer Ben Mazué parce qu'il dévoile sa vie et tout. Enfin, ça donne envie de le connaître. Je pense que j'ai l'impression qu'il se connaît très bien et on n'a pas du tout le même âge en même temps. Et du coup, je pense que ça peut être intéressant de discuter avec des personnes comme ça qui parlent aussi bien de leur vie, de leur point de vue, etc. quoi. C'est un moteur d'écriture pour toi, Ben Mazué? Ouais, un peu. Enfin, c'est le premier projet où je me suis dit... waouh, l'intimité qu'il y met, je trouve ça très beau. Enfin, c'est sur ces sons que je pense que j'ai le plus pleuré et tout. Enfin, la manière dont il parle du divorce et tout. On peut tellement s'identifier et tout. Et franchement, il me donne envie d'être vraiment moi-même et de pas hésiter à dire la vérité, quoi. Est-ce que tu as une passion un peu secrète en dehors de la musique? Une passion un peu secrète en dehors de la musique. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, mais je dessine des appartements. Attends, c'est fou. Attends. Alors on va creuser. Des plans d'appartements? Comment? Des plans d'appartements? Ouais, des plans. Enfin, je sais pas, quand j'étais petite, je voulais être un peu agent immobilier. Alors qu'en vrai, je pense que j'ai tellement pas les techniques et tout que ce que je dessine, ça doit être impossible en vrai à faire. Enfin, c'est sûr que j'y connais rien. Mais ouais, d'imaginer que la chambre pourrait être à côté de ce salon et que nanana, je sais pas, ça me fait kiffer. Ça me plaît, ça me plaît, c'est hobby rare, mais ça me plaît. Un de tes rêves dans la musique? Un de mes rêves dans la musique... Putain, j'essaie de pas me projeter trop parce que j'ai pas envie d'être déçue. Mais je pense que c'est... Ouais, d'aller jusqu'au zénith et que toute ma famille soit encore là pour voir ça et qu'on fasse une belle tournée des zéniths avec un album qui continuer de faire des trucs qui me ressemblent. Je pense qu'il n'y a pas de truc... j'ai pas forcément d'objectif précis, mais juste j'ai envie que là, le nuage sur lequel je suis continue d'exister. Zélie, ce premier album s'intitule 1 million de petits chocs. Quel sens, toi, tu donnes à ce titre? Alors, 1 million de petits chocs, quel sens je lui donne? Pour moi, c'est un peu... c'était une jolie manière de parler de toutes les prises de conscience que tu as quand tu passes à l'âge adulte et que... Ouais, tu t'apprends à te connaître, tu découvres aussi ce qui est pas chouette en grandissant, ce qui est difficile à avaler et tout. Et c'est une jolie manière pour parler de tous les petits traumas de la vie. Voilà. C'est bien, parfait. Une bonne réponse. T'as des textes, moi, que je trouve à la fois riches en questionnement, on en a parlé, en introspection, en réflexion. Comment tu procèdes pour écrire tes morceaux? Alors, pour écrire mes morceaux... du coup, même là, au sein de l'album, les chansons n'ont pas toutes été composées de la même manière. Mais pour le coup, la plupart du temps, ça démarre vraiment chez moi, avec mon piano. D'abord, je cherche un peu des accords, je pianote un petit peu. Puis je commence à fredonner une mélodie. Et en général, ce que je fais, parce que je trouve ça plus simple, c'est je balance une phrase au hasard. Le premier truc qui me passe par la tête. Et ça vient jamais de nulle part de toute façon. Quand tu sors une phrase comme ça... ça vient toujours de quelque part et je me dis ok, je pars là-dessus et la première phrase elle me donne le thème de la chanson en fait, elle me guide vers la suite et après c'est assez naturel, parfois moins que d'autres, ou sinon je vais en studio avec un ou plusieurs compositeurs arrangeurs et eux ils font la prod de
de leur côté, et puis moi je donne un peu mon avis, on discute, et puis à un moment je commence à écrire sur mon téléphone. Ça c'est la manière un peu plus classique, mais qui est cool aussi. C'est quoi le morceau le plus dur que tu as eu à écrire sur ce projet ? Le morceau le plus dur que j'ai eu à écrire sur ce projet, je pense que c'est l'intro des réalisations. Parce que c'est vraiment... Je m'étais fixé le thème avant même de commencer à écrire pour le coup. Je m'étais dit, t'as jamais parlé de ça, de cette période pendant laquelle j'ai vécu des symptômes de déréalisation, etc. Et je m'étais dit, à un moment il faut que t'en parles parce que t'as pas fait de son là-dessus, ça touche beaucoup de gens, c'est un chouette thème et tout. Et là vraiment c'était plus scolaire. J'étais en mode... j'étais sur mon ordi et tout quoi. Mon ordi. On dirait c'est un truc de ouf de sur un ordi. Enfin, j'étais vraiment en mode genre, j'ai quitté le piano, je me suis mis sur mon lit et j'ai essayé d'en parler le mieux possible et j'ai sélectionné les meilleurs mots. Non. Alors, on écoutera des réalisations plus tard, parce que c'est le morceau que tu as choisi pour le live, si je dis pas de bêtises. Mais petit exemple de ton écriture parfois intimiste, avec un extrait du morceau Anxiété. C'est dur de croire que tu m'aimeras toujours. Si ça dure et qu'un beau soir là tu découvres qui je suis quand mon anxiété m'appelle. Ah bien sûr que je lui réponds parce que souvent il n'y a qu'elle. T'es pris de peur dès que tu vois que j'ai le cœur lourd. Moi j'ai prié, je me suis tue durant des heures. Sourde, faut que tu vois le monstre à l'intérieur. Celui qui se fout de moi me crie des horreurs. Et moi je crois ces horreurs. Et moi je crois ces horreurs. Alors ces textes, ils sont portés par des compositions bien abouties. Je crois qu'il y a le compositeur Medellin qui est très présent. Je sais pas s'il est toujours sur tous les morceaux, j'ai pas l'info, mais il est dessus surtout. En tout cas, il est repassé sur la totalité des morceaux, vu qu'on s'est dit que à partir du moment où il avait le titre de réalisateur, il est repassé sur tous les titres. Après, il y a des titres où il n'a pas forcément ajouté sa patte. Ok. Medellin qui est, pour ceux qui ne le sauraient pas, compositeur de beaucoup de morceaux avec des rappeurs, de Attic à DC's pour le coup, on en parlait en passant par Youssoupha et plein d'autres. Comment vous avez travaillé ensemble, lui en tant que réal et toi en tant qu'artiste ? Alors, Medellin, ça commence à faire longtemps pour le coup. J'ai vraiment commencé avec lui, j'ai eu cette chance. Je pense que c'est un truc de ouf quand même de commencer par Medellin. C'est un grand architecte sonore de cette musique. Ouais, carrément. Et en fait, donc il bosse avec Lowood depuis longtemps. Et moi, quand je suis arrivée à Lowood, en fait, moi, je connaissais pas d'arrangeur, je connaissais pas de compositeur et tout. J'étais un peu solo. Et c'est les gens de mon équipe qui m'ont dit, écoute, toque à la porte de Rémi, demande-lui s'il a envie de taffer avec toi, fais-lui écouter des trucs. J'y suis allée et tout. Et ouais, c'était une époque où il avait envie de faire plus de pop. Ouais. Et c'était un truc qu'il avait toujours eu envie de faire et tout. Et du coup, c'est trop bien parce qu'il est arrivé au bon moment dans ma vie et on a eu un vrai coup de cœur l'un pour l'autre. Et du coup, ça s'est juste jamais arrêté. En fait, on essaie de faire des sessions le plus souvent possible. Dès qu'on se voit, on ressort avec un ou deux morceaux. Enfin, vraiment, c'est hyper fluide, quoi. Mais est-ce que pour le coup, son ADN plus rap aussi te nourrit parfois ? Ouais, complètement. Vraiment, genre, on est autant capable de se dire, ouais, aujourd'hui, on est dans un mood tubesque, un peu pop, que parfois j'arrive, je dis, ouais, là, j'ai envie de faire un truc un peu plus kické et tout, et j'aime bien parce que je pense que c'est un truc que j'assumais pas trop au début, sachant que c'est pas non plus du rap, mais c'est vrai que parfois je teste un peu d'autres trucs. Et lui, tout de suite, il m'a dit, franchement, je te vois trop faire ça, et je te trouve forte là-dedans, donc vas-y. Et un mec en plus qui a bossé avec autant de rappeurs et de rappeuses, ça fait trop plaisir. Et du coup, ouais, il m'a fait écouter des trucs qu'il faisait, et je lui disais, je veux que tu fasses la même chose là sur mon morceau et tout, et ouais, il m'a permis d'avoir plein d'influences différentes, c'est trop bien. Est-ce que le rap, c'est un truc que tu as envie d'investir un peu plus ? Je pense là, pour le moment, moi, mon truc, c'est vraiment la pop. Je pense que non, j'ai pas envie d'investir plus. Je pense que c'est quand même un truc. Ça se travaille et tout. Déjà, là, je me suis dit, ouais, il y a des placements un peu plus techniques et tout dans cet album, mais bon, c'est pas non plus. Je peux pas prétendre faire du rap, quoi. C'est vraiment genre, j'en ai pas assez écouté. Je connais pas assez de gens. Je connais pas assez de rappeurs et tout. J'ai pas encore assez analysé pour pouvoir me permettre d'en faire vraiment. Mais peut-être, qui sait, au 3e album, j'en sais rien. Mais pour l'instant, j'ai envie d'explorer vraiment la pop parce que ça me fait trop kiffer et que je me sens plus à l'aise là-dedans. Ok. Il est l'heure du live maintenant avec notre invité, Zélie. Zélie, quel morceau t'as choisi ? J'ai choisi le morceau Des réalisations. C'est l'intro de mon album. Ouais. Un petit mot peut-être sur ce concept même. Ouais. Alors la déréalisation, c'est un symptôme
ça arrive à beaucoup de gens, c'est une période pendant laquelle tu as l'impression de sortir de ton propre corps et de te regarder vivre. Tu as l'impression que t'es pas vraiment là. Tu es là, mais t'es pas là, t'es un peu dans le cosmos, quoi. On va l'écouter en musique, t'es prête? Ouais. Zélie, en direct, c'est maintenant sur Move quand tu veux. Il fut un temps où la nuit noire pouvait durer tout le jour. La dépression est un cauchemar que j'ai croisé sur mon parcours. Jusqu'ici j'avais la tête dure, paraît que c'était rien que l'enfance. Ah ouais, c'est moi ou la vie que j'ai déçue, c'est moi où je plane juste au-dessus. J'ai perdu même mes yeux au moment de sauter. Oh quel désert, je veux pas de cette réalité. Devant leurs yeux, je comprends que personne peut me sauver. Je veux pas changer, je ne veux que la retrouver. Ma vie, ma vraie vie, ma vie. Ton sourire, ah oui, c'est infâme ici. Je plane à 15 000, je cherche ma vie. Je cherche ma vie. Il fut un temps où le brouillard servait à cacher le vrai. Le vrai c'est que je n'ai plus aucun pouvoir sur la vie et tout ce qu'elle m'a fait. Jusqu'ici j'ai voulu comprendre, même la douleur quand je dors peu. Mais là ça va trop loin, je me contente de repousser la lecture du tome 2. Il fut un temps où les absences devenaient banalité. Se lever le matin n'a plus de sens. Pourquoi me viendrait-à l'idée de tourner la page comme ils disent? Cerveau veut pas qu'on la tourne, cerveau préfère somatiser pour éviter que je tourne mal. J'ai perdu même mes yeux au moment de sauter. Oh quel désert, je veux pas de cette réalité. Devant leurs yeux, je comprends que personne peut me sauver. Je veux pas changer, je ne veux que la retrouver. Ma vie, ma vraie vie, ma vie. Ton sourire, ah oui, c'est infâme ici. Je plane à 15 000, je cherche ma vie. Je ne trouve plus ma vie. Il fut un temps un peu trop flou, c'était pas qu'une métaphore. Comment l'expliquer quand t'es seul tout, à sentir que ta vue s'évapore. Détaché du peu qu'il me reste, au chaud dans ma tête comme un beau film. Par pitié je ne veux plus disparaître, plus jamais douter que c'est ma vraie vie. Je veux retrouver ma vie. La dépression est un cauchemar. Je veux retrouver ma vie. Je cherche ma vie. Jusqu'ici t'avais la tête dure. Je cherche ma vie. C'est toi ou la vie que t'as déçu. Personne ne sait. La dépression est un cauchemar. Ton sourire à vie que t'as croisé sur ton parcours. C'était Zélie en live dans Studio 41 pour le morceau Des réalisations, extrait de son premier album 1 million de petits chocs. Merci pour ce live. Merci, c'était trop bien. On retrouve Zélie, notre invitée du jour, et il est l'heure, Zélie, de l'interview playlist. Quelques questions autour de tes goûts musicaux. On en a déjà un peu parlé, mais voilà, une interview spéciale. Le morceau que t'as le plus écouté dans ta vie, à ton avis, c'est quoi? Le morceau que j'ai le plus écouté dans ma vie, je crois que c'est Colors de Black Pumas. Ok, Ouais, intéressant. étonnant. Je vais en poser deux des questions parce que du coup il y en a une qui m'a inspiré tout à l'heure. Alors déjà, l'artiste qui t'a donné envie de faire du son. L'artiste qui m'a Si donné c'est pas envie de faire Angèle. du son. Non, en vrai, je crois que c'était Vidéo Club. Ok, d'accord. Et vu que tu faisais du piano, est-ce qu'il y a des pianistes que tu écoutes et est-ce que t'en as un préféré peut-être? Franchement, assez classique, mais en vrai, j'écoute pas énormément de morceaux de piano, donc je vais dire Sofiane Pamart parce que j'écoute du Sofiane Pamart. Mais sinon, ouais, non, je suis pas très. J'écoute pas beaucoup de sons de piano. Ce serait ouf que tu collabores avec lui un jour. Ouais, tellement. De ouf. Sofiane Pamart qui était venu nous voir, l'émission Ouais. est dispo en replay sur YouTube, sur toutes les Très plateformes. grand monsieur. Hein. N'hésitez pas, bien Là, sûr. ouais, là encore, quand je regardais les Césars, à un moment, tu vois, t'as une scène où il est sur scène tout seul et c'est lui qui joue au piano. Non, non, mais c'est trop fort. Voilà. Sofiane est trop fort. Next level. Trop fort. T'as encore une question, Hélène? Non, je c'est t'en bon prie, Ah. j'ai posé mes questions. L'album qui t'a le plus traumatisé quand tu l'as écouté pour la première fois? L'album qui m'a le plus traumatisé. Marqué, tu vois. À la Bah, première écoute, quoi. Bah, je pense que c'est l'album de Ben Mazué.
comment il s'appelle cet album, mais c'est le dernier, enfin. Qui parle justement de son divorce, de sa mif, de ses enfants. J'ai trouvé ça d'une justesse. Enfin, en tout cas, j'avais jamais entendu un album parler de ça d'aussi près, quoi. Éphémère. Paradis. Paradis. Très bien. Paradis de Ben Mazué, que j'ai trouvé tout seul dans ma tête sans chercher, bien sûr. À moi? Non, à toi, c'est vas-y, à à moi. Est-ce qu'il y a un son qui te rappelle ton adolescence? Ou peut-être une petite partie de ta vie où tu dis purée, ouais. Nostalgie. Ouais. Un son qui me rappelle mon... Après, moi, je sors de l'adolescence, les gars. c'est pour ça. C'était hier, quoi, mais... Bah, en vrai, oui, le chant des sirènes de Orelsan. D'accord. C'est le deuxième album, hein, ça devrait... Oui, c'est le deuxième album d'Orelsan. Ouais, mais enfin, tout l'album, j'ai vraiment des... Je sais pas comment je faisais pour écouter des trucs pareils si jeune, mais en tout cas, ça a vraiment marqué mon adolescence pour le coup. Avec mon frère, on n'écoutait que ça, quoi. Okay. La chanson d'amour que t'aurais aimé écrire? La chanson d'amour que j'aurais aimé écrire. Bah là, dans la réédition de This Is, il y en a une qui s'appelle 45. Bon, c'est une chanson d'amour, mais c'est plus sur la rupture pour le coup. Mais genre, je me suis dit, il faut vraiment que je fasse un texte comme ça. C'est magnifique. Un artiste ou une artiste, une petite pépite qu'on devrait découvrir? Une pépite que vous devriez découvrir, je dirais Yoa, Y-O-A. C'est une meuf qui fait de la pop aussi, mais avec plein d'influences différentes aussi. Et en plus, en live, c'est une tuerie. Donc vraiment, il faut vraiment la découvrir. On note ça. Un plaisir coupable, ou alors un morceau, un artiste qu'on n'imaginerait pas que tu écoutes? Un artiste qu'on n'imaginerait pas que j'écoute. Bah moi j'écoute beaucoup, je sais que c'est plus d'actualité, je sais même pas si on se souvient de ce morceau, bah si quand même c'est un tube, mais Et alors de Scheim. Ah ouais. Ce morceau, c'est vrai. Moi je trouve que c'est un énorme tube, vraiment. Bien sûr. Enfin d'ailleurs c'est le cas, C'est un banger. Mais pour le coup, genre, on n'en entend plus parler de ce morceau. Il est incroyable. Genre, il te met dans un mood dans la rue, mais laisse tomber. Ah, j'ai envie de le mettre là. Ça fait très clip. Si tu le mets avec tes écouteurs dans la rue et que tu marches, je comprends la vibe. Et puis surtout, genre, c'était un peu à une époque où on parlait pas encore de ça. Genre, la meuf, ça donne envie d'avoir confiance en soi, ce morceau. Et je trouve que genre, ça existait pas à l'époque des morceaux comme ça de meufs qui te disent mais tu t'en fiches, sois toi-même et tout. Donc ouais, je le trouve fort ce morceau, moi. C'est vrai. Je tente un truc avec la technique. Est-ce que à tout hasard on aurait le Scheim et alors quelque part? Et vu la tête qu'ils font. Ah, si ça arrive. On a les meilleurs à la technique, on a les meilleurs. Comment ça fait? Ouais, c'était ça. Les protocoles, les idées fixes et les copies-collées. Non mais. Ouais, non, c'est vrai. Ça somme quoi. Ouais, même la top line, genre, et alors? Enfin, tu sais, genre, je sais pas. On met tout le morceau, je vous le dis. Hein. On ne s'arrêtera pas. On ne s'arrêtera pas. Je trouve ça trop stylé. Scheim sur Move, et alors? Grand respect à Scheim. Hein, bien sûr, évidemment. Et n'oublions pas qu'à l'époque, son producteur, c'est Camaro. C'est Camaro. Les gars, ah ouais. Le clip de Femmes de couleur, j'en parlerai un jour dans mon livre. Je sais pas. Qui sortira. Bah, je ferai une autobiographie et je dirais ouais quand elle a sorti. Comment tu feras une autobiographie, toi? Bah, tu me l'écriras. Ça va pas. Alors peut-être que tu as répondu à cette question tout à l'heure, ou peut-être qu'il y a un autre événement qui t'a marqué. Est-ce qu'il y a vraiment un concert que tu as énormément aimé? Un concert, mais j'ai l'impression que du coup je parle tout le temps des mêmes artistes, mais... Non, mais après, si c'est vraiment les gens qui t'ont le plus marqué, tu peux répéter, c'est pas grave. Le meilleur concert de ma vie, c'était... Oh, j'ai phasé. C'était Orelsan. Toute la scéno était dingue. Limite, il y avait une scéno différente par morceau. Enfin, c'était juste... j'ai énormément pleuré. Enfin, alors que normalement... La fête est finie. Enfin, le dernier album, c'est Civilisation. D'accord. Ouais, c'était incroyable. Et donc ça, c'était dingue. Et sinon, en termes plus... rien à voir, mais plus intimiste, Ben Mazué, c'est vraiment un tueur sur scène parce que c'est presque une pièce de théâtre. Enfin, il y a vraiment des moments où il chante pas, il te récite des trucs, Enfin, c'est vraiment... Franchement, c'est un vrai moment de... C'est spectaculaire, quoi. Le duo que tu rêverais de faire dans les 3-4 prochaines années? Le feat, du coup, dans les 3-4 prochaines années... J'aimerais bien faire un feat avec Vakra. Oh là là, très bonne idée. Je pense que ça fonctionnerait bien. Ouais, mais vos deux voix, ça doit être fou ensemble. Ça doit être, ouais. Franchement, Après, là, c'est un peu ambitieux, 3-4 prochaines années, mais on sait jamais. Franchement, let's go. L'appel est lancé, Vakra. Franchement, Vakra.
Voilà. Bon, on va appeler des Zélie, gens. Vakra, ça peut se faire. On va appeler des gens. Ouais, oui. Toi, aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Voilà, j'écris des biographies. Bien sûr. J'appelle Zé- Vakra. This is... Non, hop, il est toujours pas là. Allez, nickel. C'est le retour des grosses têtes, c'est ça? Nickel. Zélie, on arrive bientôt à la fin de l'interview, mais il faut qu'on parle de 2 concerts qui arrivent. Alors, tu seras à la Maroquinerie à Paris en juin prochain, mais c'est déjà complet, ça. Ouais, c'est complet. Par contre, il y a une cigale qui est prévue le 16 janvier 2025. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut dire pour donner aux gens l'envie d'y aller? Franchement, pour leur donner envie d'y aller, déjà regardez mon compte Instagram, j'ai mis un récap de ce qui s'est passé à la Boule Noire. J'ai vraiment pour but que le projet il vive sur scène, mais pas de manière. Je vais pas juste chanter mes morceaux. Je vais avoir des danseurs, je vais tout donner. Vous allez chialer, vous allez danser. Et il y a que sur scène que je suis à ce point moi-même. Donc si mon projet il se regarde pas en concert, il s'écoute pas non plus, tu vois. Donc ouais, moi pour donner envie aux gens de venir, je dirais. Venez s'il vous plaît. Ok, donc je rappelle la date, la cigale le 16 janvier 2025. Ouais, c'est dans longtemps, mais on sait jamais, hein, prenez vos places. Oui, prenez les places, mais ça peut se remplir vite, j'ai l'impression, cette histoire. Bon, Zélie, on va se quitter avec un dernier extrait de ton album 1 million de petits chocs. On va découvrir le duo avec Joker, qui s'intitule J'aimerais que tu saches. Vos 2 voix se marient très bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et merci à vous, c'était trop chouette. C'était super. On te souhaite le meilleur pour la suite.